Après avoir précisé la notion de marché en tant que produit spécifique, caractérisé, les différents types de marchés, nous allons continuer cette séance en posant d'abord la question, à savoir comment se détermine l'équilibre, puisque c'est ce qui nous intéresse. Rappelez-vous, l'école néoclassique cherche à déterminer l'équilibre. Donc, comment se détermine l'équilibre? Mais dans le cas du marché que nous avons établi, à savoir le marché de concurrence pure et parfaite. Donc ça, c'est le premier élément. Comment se détermine l'équilibre d'une entreprise, d'une firme qui se trouve en situation, en régime de concurrence pure et parfaite. Bien sûr, il y a un équilibre de court terme et il y a un équilibre de long terme. Nous connaissons maintenant les caractéristiques du court terme. On a dit que à la suite de Marshall, ce n'est pas en termes de période, mais plutôt en termes notamment de fixité d'un facteur de production. Il y a le facteur travail qui est fixe, donc, ou le facteur capital, un seul facteur qui est fixe, et puis l'autre facteur se modifie. Alors, si on veut établir l'équilibre dans un régime de concurrence pure et parfaite, en courte période, il y a un élément essentiel qu'il faut garder à l'esprit, à savoir que dans un régime de concurrence pure et parfaite, une entreprise isolée, si on prend une seule entreprise, rappelez-vous qu'il y a un axiome qui caractérise la concurrence pure et parfaite, c'est celui de l'atomicité. Il y a un grand nombre d'entreprises et par conséquent, une entreprise isolée ne peut pas impacter, n'a pas d'influence sur le prix. Le prix, rappelez-vous, se fixe sur le marché. C'est le marché qui détermine le prix. On dit qu'une entreprise est price taker. C'est une entreprise preneur de prix. Preneur de prix. Contrairement à une entreprise qualifiée de price maker et qui va imposer le prix sur le marché. On est dans le cadre d'un régime de concurrence pure et parfaite. L'entreprise est price taker. Pardon. Donc, elle n'a aucun impact sur le prix. Quelle que soit la quantité que l'entreprise va décider de produire, Qn, nous avons ici la quantité, ici le prix. Nous avons le prix qui est donné par le marché. Ça, donc, c'est le prix. Il ne pose pas de problème. Un autre rappel, deuxième élément, ça c'est le premier élément à retenir. Deuxième élément à retenir, nous savons que l'objectif d'une entreprise, c'est, rappelez-vous, la rationalité néoclassique est une rationalité optimisante au service de l'égoïsme, de l'hédonisme. Donc, l'entreprise cherche à maximiser son profit. Donc, l'objectif de l'entreprise, on va le démontrer sur le plan algébrique, juste pour rester dans notre élan. Donc, c'est le profit, et le profit, c'est recette totale moins coût total. Recette totale, on va l'obtenir simplement en multipliant le prix par la quantité vendue. Prix fois quantité nous donne la recette totale.
Alors, si je dérive le recette totale, je peux dériver le profit, pas de problème, je dérive le profit par rapport à la quantité, ça me donne recette totale moins coût total dérivé. La somme d'une dérivée est égale à la dérivée d'une somme est égale à la somme des dérivées. Et donc, recette totale dérivée, c'est la dérivée de P fois la quantité. Je dérive, bien évidemment, c'est par rapport à la quantité. Il faut faire très attention parce que contrôle normal du premier semestre, on ne peut pas présenter une fonction plus simple. On a donné une fonction d'utilité qui est égale à 8xy. Un grand nombre d'étudiants n'ont pas su calculer l'utilité marginale. Ils se sont trompés en calculant l'utilité marginale, c'est-à-dire en dérivant l'utilité totale par rapport à x ou par rapport à y. Un grand nombre, par rapport à x, tout simplement, ça donne 8y, et par rapport à y, ça donne 8x. Ça ne donne ni 8, ni 8x sur y, et un grand nombre d'étudiants se sont trompés. Alors, il faut être vigilant, il faut faire attention parce que à ce niveau-là, on ne peut pas se permettre ce genre de faute. Donc, je dérive, je reviens, profit égale recette totale moins coût total. La dérivée du profit, c'est la dérivée donc de recette totale moins coût total dérivé. La dérivée d'une somme est égale à la somme des dérivées. Donc, recette totale dérivée moins coût total dérivé égale 0. Donc, est égale à coût total dérivé. La dérivée par rapport à Q, c'est tout simplement P. Donc, P est égal à la dérivée du coût total. La dérivée du coût total est égale coût marginal. Donc, le prix est égal au coût marginal. Et puis, la dérivée de recette totale, c'est quoi? La dérivée du recette totale, c'est recette marginale. Donc, on a recette marginale est égale au prix est égal au coût marginal. On l'a dit la dernière fois, cette relation recette marginale égale au coût marginal, elle est valable quel que soit le marché étudié. À l'équilibre, recette marginale égale coût marginal. Bien, gardons ce deuxième élément. Revenons ici, troisième élément. Troisième élément à avoir à l'esprit, nous l'avons déterminé la fonction d'offre. La fonction d'offre en S1, et on a dit que la fonction d'offre, ou la courbe d'offre, c'est la partie ascendante, croissante, du coût moyen situé au-dessus du coût total moyen. Alors si je mets, c'est la partie ascendante, pardon, du coût marginal, alors si je mets le coût moyen, voilà un coût moyen, et voilà un coût marginal. Il passe par le minimum coût marginal. Coût marginal, je peux le prolonger. J'ai démontré ça en S1, ça veut dire que la courbe, en principe, elle est comme ça. Hop, et elle continue. Alors, la fonction d'offre, c'est la partie ascendante, la partie croissante du coût marginal, donc c'est celle-là, mais située au-dessus. Voilà. Si je prends la fonction d'offre, coût marginal, l'offre, c'est celle-là. C'est cette partie qui correspond. Nous avons deux points de rencontre entre le prix et le coût marginal, la position d'équilibre, ou bien tout simplement entre la demande et l'offre. Je peux enlever le reste et garder juste cette partie. Nous avons deux points d'équilibre. Premier point d'équilibre, deuxième point d'équilibre. D'où l'intérêt de déterminer, de calculer la condition suffisante pour que un argument soit valable, soit validé. Il faut deux conditions. Un, une condition nécessaire
de une condition suffisante. La réponse peut être nécessaire, mais si elle est insuffisante, donc elle n'est pas vraie. Il faut deux conditions. Et la deuxième condition, justement ici, qui nous permet de dire que c'est ce point-là qui représente le point d'équilibre. Et en mathématiques, on a un outil mathématique pour déterminer cette condition suffisante, c'est la dérivée seconde. La dérivée première, en mathématiques, c'est la condition nécessaire. La dérivée seconde nous permet effectivement de démontrer que ce point-là ne correspond pas à un point d'équilibre. Et nous allons le démontrer tout de suite que effectivement c'est la partie ascendante du coût marginal. Nous allons simplement continuer la dérivée à ce niveau-là et nous aurions la certitude, la preuve qu'effectivement c'est ce point-là qui représente un point d'équilibre. Donc nous avons le prix qui ne dépend pas de la quantité. Donc on a une demande sous cette forme. Nous avons un coût marginal dans sa partie ascendante, dans sa partie croissante qui nous donne l'offre, et la rencontre entre l'offre et la demande nous donne la position d'équilibre. Donc voilà la position d'équilibre à long terme. Nous allons continuer le raisonnement. L'objectif, je suis dans le cadre, toujours la rédaction. Je sanctionnerai l'étudiant, je sanctionnerai l'étudiant qui ne respecte pas cette méthodologie de travail, qui ne respecte pas les deux règles. D'abord, nous sommes des économistes. Le professeur El Arabi n'est pas un professeur de mathématiques. Vous n'êtes pas une option mathématique, vous avez choisi volontairement de faire des études d'économie, donc il faut avoir un vocabulaire technique précis en économie. Donc la rédaction sera valorisée, l'absence de rédaction, une réponse strictement mathématique sera bien évidemment sanctionnée. Alors je commence toujours par cette fameuse phrase. Nous sommes dans le cadre de l'école néoclassique. La rationalité néoclassique est une rationalité optimisante. Elle est au service de l'égoïsme et de l'hédonisme. Et donc, l'objectif, l'entreprise cherche à maximiser son profit. Pourquoi le préciser? Tout simplement parce que l'objectif de l'entreprise n'est pas toujours de maximiser son profit. Vous allez le voir par la suite dans vos études que l'entreprise peut ne pas chercher à maximiser son profit. Mais nous, on pose comme hypothèse de départ que l'objectif, c'est la maximisation de profit. Si je suppose que l'entreprise maximise son profit, il faut vérifier les règles de la maximisation. La règle de la maximisation chez le consommateur, c'est le déterminant, c'est le Hessien bordé, c'est la matrice qui nous permet de voir est-ce qu'il est supérieur ou inférieur à 0 et par conséquent de se prononcer sur la réalisation de l'objectif de maximisation. Alors l'objectif c'est la maximisation de profit. Nous avons dit tout simplement le profit c'est les recettes totales moins le coût total. Tout simplement recette totale, on obtient le recette totale en multipliant le prix par la quantité vendue, j'obtiens mes recettes, et puis le coût total, c'est une fonction des quantités, nous l'avons démontré en S1, peut-être que mes collègues n'ont pas traité le chapitre coût, nous l'avons traité. Et nous avons démontré que la fonction de coût représente le minimum de coût que l'entreprise est censée supporter, que c'est une fonction qui dépend des quantités. Donc le profit, nous l'avons. Alors je veux connaître, est-ce que l'objectif se réalise? Je dérive le profit par rapport à la quantité. Donc je dérive ici tout par rapport à la quantité. Ça me donne P fois la quantité dérivée moins le coût total qui est fonction de la quantité également dérivée. Cela me donne tout simplement que on a sauté une étape.
Hein, on a sauté une... Oui, bon, c'est bon. Alors la dérivée va me donner le prix, et ici va me donner le coût marginal, et ça va de soi, la dérivée doit être égale à 0. Donc le prix est égal au coût marginal, et nous avons vu que la dérivée de la recette totale, ici c'est recette totale, la dérivée de la recette totale dérivée, ça va de soi, c'est la recette marginale. Dérivée du coût total, coût marginal, dérivée de l'utilité totale, l'utilité marginale, puisque, rappelez-vous, nous travaillons dans le cadre d'une école, l'école marginaliste. Donc, la dérivée ici à la base soit égale à P, soit égale à la recette marginale. La recette moyenne, elle est égale à quoi? Regardez, la recette moyenne est égale recette totale divisée par la quantité. Et regardez, recette totale, c'est le prix fois la quantité. Donc, je divise par la quantité, je simplifie par la quantité et je trouve recette moyenne est égale au prix. Donc, finalement, je peux rajouter ici prix égale coût marginal est égal recette marginale est égal recette moyenne. Ça veut dire qu'en moyenne, chaque fois que je vends une unité supplémentaire, elle va me donner un prix. Et bien ce prix, c'est le prix moyen. En moyenne, c'est ce qu'on, puisque le prix ne change pas, il est déterminé par le marché, l'entreprise ne peut pas l'influencer. Mais si cette condition est valable, quel que soit le marché, cette condition supplémentaire n'est valable que dans un régime de concurrence pure et parfaite. Attention, si on est par exemple dans le cadre d'un monopole ou autre marché, autre que le marché de concurrence, égale recette moyenne n'est pas vrai. Prix égale coût marginal, recette marginale, valable pour quel que soit le marché. Égal à la recette moyenne, est égal à la recette moyenne. Donc ça, c'est Alors, deuxième condition, la dérivée seconde, c'est facile maintenant. Nous avons recette marginale moins coût marginal, je vais le mettre directement. On est arrivé ici à recette marginale moins coût marginal. Donc, c'est l'égalité qu'on a obtenue. Et donc, ça, c'est la dérivée du profit par rapport à Q. Nous allons faire la dérivée seconde du profit par rapport à Q carré. Donc, c'est une autre fois, on va dériver une deuxième fois ce qu'on a trouvé ici, puisqu'on a dérivé cet élément. Donc, on va dériver ça. C'est recette marginale moins coût marginal dérivé. La somme d'une dérivée, c'est toujours est égal à la dérivée de la somme. Donc, recette marginale moins coût marginal. La dérivée seconde, puisqu'on est dans le cadre de une deuxième condition, on a dit c'est la maximisation. On l'a posé comme hypothèse de départ. C'est la maximisation de profit. Donc, elle doit être inférieure à 0. Recette marginale. Recette marginale, donc moins le coût marginal est inférieur à 0. Alors, on va faire passer coût marginal de l'autre côté. Recette marginale dérivée doit être inférieure au coût marginal dérivé. Elle est inférieure. Voilà la condition. Donc, maintenant, nous allons... Alors, regardez ici, recette marginale dérivée est inférieure au coût marginal dérivé. Je reviens ici. Je note ici, recette marginale dérivée doit être inférieure au coût marginal dérivé. À partir de là, il n'y a que ce cas-là qui est vrai. Dans ce cas-là, on n'a pas cette condition. On va rapidement, on va établir cette relation. Nous sommes dans... alors, je regarde par rapport au document que j'ai, on va le démontrer. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter avant de démontrer tout ça? Alors, l'équilibre de l'entreprise, oui, on l'a dit. Nous sommes dans le court terme, c'est un équilibre de court terme. Et par conséquent, on a un seul facteur qui est fixe.
On a fixé le facteur capital, donc le facteur capital est fixe. Bien évidemment, on l'a démontré également en S1. Nous l'avons démontré, hein? Donc ce n'est pas la peine d'y revenir. Nous avons démontré que le coût total, les courbes de coût total, coût marginal, coût moyen, obéissent à la loi des rendements non proportionnels. Nous l'avons dit, donc on a cette forme-là. Rendement constant, rendement croissant, rappelez-vous, la loi des rendements, rendement croissant, constant, décroissant. Un rendement croissant correspond à un coût décroissant et un rendement croissant correspond à un coût décroissant et un coût constant, etc. Nous l'avons démontré donc en S1, donc elle obéit, les courbes des coûts obéissent à la loi des rendements non proportionnels. Nous l'avons dit, un grand nombre d'entreprises, cela va de soi. Puisqu'il y a un grand nombre d'entreprises, tout ça pour dire qu'aucune entreprise ne peut influencer le prix, ça, on l'a dit. Alors, qu'est-ce que je peux dire encore? La condition d'équilibre, on va les déduire de l'offre et la demande, nous l'avons dit. À l'équilibre, nous avons l'offre est égale à la demande, c'est la première condition donc d'un équilibre. Cette notion d'équilibre est plus difficile et plus complexe, mais nous, à notre niveau, à l'équilibre, nous avons courbe d'offre égale courbe de demande. Alors également, le prix est imposé, etc. Donc tout ça, on a vu. Le profit max lorsque recette marginale égale coût marginal, nous l'avons démontré. Voilà, recette marginale égale coût marginal, nous l'avons démontré. Puisque je n'ai pas de polycope, et ce polycope, vous pouvez le trouver ici. Donc, il va vous aider si vous voulez vous en inspirer. On le trouve au niveau de notre faculté. Donc, je regarde s'il y a un élément qui peut vous gêner par la suite, puisque je ne travaille pas avec mon cours. Alors la courbe de la pente, ça va de soi. Si je dois représenter les recettes totales, si je dois la représenter, la courbe de recettes totales, elle est linéaire. Ça va de soi. Voilà, la courbe de recettes totales. Recette totale, c'est une courbe linéaire. La recette marginale, comme vous le savez, on l'a dit en S1, elle représente la pente. Donc là, la recette marginale, c'est la pente de la recette. La dérivée de la recette totale, qui est égale à la recette marginale, elle donne la pente de la recette totale, elle est constante. Donc recette marginale est constante. Ça, c'est important. Hop, on va prendre carrément alors, nous avons, voilà, nous avons notre courbe de recette totale, elle est là, voilà, recette totale linéaire. Nous avons la recette marginale qui est la dérivée de la recette totale égale recette marginale. Puisque la recette totale est linéaire, c'est prix fois quantité, le prix est constant, donc elle est constante. Regardez ici. La recette marginale, elle représente quoi? Elle représente la pente de la recette totale. Recette marginale, c'est la pente de la recette totale. D'accord? Alors, quand dans notre exercice, nous avons trouvé recette marginale dérivée, doit être, on a dit, inférieure au coût marginal dérivé. N'est-ce pas? Et la recette marginale dérivée, c'est la pente de la recette marginale. La recette marginale, c'est la pente de la recette totale, puisque c'est la dérivée de la recette totale. Recette marginale est la dérivée de la recette totale. Donc, elle représente la pente de la recette totale. Recette marginale dérivée, c'est la pente de la recette marginale, parce que c'est la dérivée de la recette marginale. Recette marginale dérivée, c'est la dérivée de la recette marginale. Donc, elle représente sa pente. Nous allons synthétiser tout ça. Alors, le critère de maximisation, le document nous dit deux conditions. La première, il faut que recette marginale soit égale au coût marginal et il faut que la pente de la courbe de coût marginal soit positive. On la note, la pente de la courbe de coût marginal, la pente, voilà, il faut la deuxième condition, c'est-à-dire celle-là,
En principe, elle doit nous dire que la pente de la courbe de coût marginal positif. Voilà. N'est-ce pas? Donc ça, c'est les deux conditions, deuxième condition que vous trouvez dans notre exercice. Donc, il faut que, hop là, est-ce qu'on a quelque chose? Il faut que donc la pente de la courbe de coût soit positive. On voit bien dans le document qu'il y a deux conditions. La deuxième condition, elle est donnée par la dérivée seconde. Écoutez, j'ai insisté, on l'a dit 27 fois sur cet aspect de la question, donc j'en tiendrai compte quand je corrigerai mes contrôles. Il y a deux conditions pour dire que c'est un max, parce que c'est vous qui me dites au départ, que l'objectif de l'entreprise, c'est la maximisation. Je ne sais pas où est-ce qu'on l'a noté. Est-ce qu'on l'a noté quelque part? Alors, c'est vous qui, tout au début de l'histoire, vous m'avez dit que l'objectif de l'entreprise, c'est la maximisation des profits. Donc, il faut me démontrer qu'il s'agit de maximisation des profits. Lorsqu'on a passé le contrôle, on vous a donné une fonction, vous m'avez dit, parce que la question était claire, déterminer par la méthode de Lagrange le complexe qui perd xy qui permet de maximiser l'utilité. Et tout le monde a repris la phrase, je vais démontrer la combinaison xy qui maximise l'utilité. Qui maximise. Vous avez oublié la dérivée seconde. Tout le travail est considéré comme faux. Il n'y a pas à mi-chemin dans l'entreprise, parce que l'entreprise, ça c'est dangereux comme décision qui risque. Quelle est la quantité en tant qu'expert, en tant que microéconomiste? Vous allez leur dire, leur proposer un modèle pour leur dire voilà la quantité que vous devez produire, voilà le prix que vous devez imposer, voilà le marché que vous devez cibler, etc. Alors, si votre appréciation est erronée ou incomplète, vous induisez l'entreprise en erreur et vous pouvez la mener vers la faillite. Donc, il faut savoir ce qu'on est en train de dire. Vous me dites qu'il faut maximiser le profit. Pour dire que c'est un max, il y a deux conditions. La condition nécessaire, c'est la dérivée première, elle ne pose pas de problème. Nous avons trouvé cette relation, voilà, on va l'encadrer. De toute façon, elle est valable, jusque-là, elle est valable quel que soit le marché. On rajoute égale recette moyenne pour le marché de concurrence pure et parfaite. Alors, la deuxième, on a dit donc, on va faire la dérivée, on va trouver les dérivées secondes doit être inférieure, recette marginale dérivée. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, on va aller doucement, c'est dans le manuel, je lis. Lorsque vous me dites recette marginale dérivée est inférieure au coût marginal dérivé. Recette marginale dérivée est inférieure au coût marginal dérivé. Cela signifie qu'à l'équilibre optimal, hein, sachant que l'optimum, la pente de la recette marginale recette marginale dérivée, il nous dit le texte, doit être inférieure à la pente du coût marginal. On le voit, ça c'est ici, c'est la pente du coût marginal. La pente du coût marginal est donnée par le coût marginal dérivé. La pente de la recette marginale est donnée, ça vous l'avez fait au lycée, donc vous savez le sens de variation, les pentes, la tangente, on calcule la pente c'est de recette totale, c'est recette marginale, et puisqu'elle est linéaire, elle est constante. Donc la pente de la recette marginale doit être inférieure à la pente
pardon, qu'est-ce que je suis en train de dire? La pente de la recette marginale doit être inférieure à la pente du coût marginal. Nous savons que la courbe de recette totale est linéaire. Voilà, elle est là. Nous l'avons dit. Il n'y a rien de plus dans le document que ce que nous avons dit. La pente, elle est linéaire. Donc, la pente de la recette marginale, elle doit donc être, allez-y, ça c'est le programme de lycée, puisque nous avons la recette, elle est linéaire, la recette marginale, elle est constante, donc sa dérivée, donc, elle doit être donc nulle. Ce qui signifie qu'en définitive, si elle est nulle, ça veut dire que la pente du coût marginal, si la pente, donc, elle est nulle, la pente du coût marginal, elle doit être positive. Elle est supérieure, et celle-là, elle est nulle, donc elle est supérieure, donc elle doit être positive. La pente du coût marginal est positive puisqu'elle est supérieure à une pente qui est nulle, et cette pente est nulle parce que la recette totale est linéaire. Je reprends, recette totale est linéaire. Sinon, on aura notre raisonnement. Donc, la pente de la recette totale, qui est la recette marginale, est constante. Et donc, elle doit être inférieure à la pente du coût marginal, puisqu'elle est constante. Recette marginale est constante. D'ailleurs, raisonnez logiquement. Quand je vends une unité, je vends la première unité. L'entreprise vend une première unité. Le prix est égal à 5 dirhams. Le prix est égal à la recette de cette première. Quelle est la recette? C'est-à-dire la recette marginale de cette première unité, c'est 5 dirhams. C'est sa recette. Je vends une deuxième unité. Le prix ne change pas. Prix toujours 5 dirhams. Donc, quand j'ai vendu la deuxième unité, quelle est ma recette? Combien j'ai gagné? J'ai gagné 5 dirhams aussi. Donc, recette marginale est égale à 5 dirhams. Donc, quelle que soit l'unité supplémentaire que je vais vendre, elle m'apportera toujours une recette constante, égale à 5 dirhams, puisque le prix, c'est 5 dirhams. Le prix ne change pas. Le prix est imposé par le marché. Vu l'atomicité du marché, le grand nombre, même si je vends moins, je vends plus, ça ne change pas le prix. Le prix reste constant. Donc, quelle est la recette que m'apporterait la vente d'une unité supplémentaire? Chaque fois que je vends une unité, elle m'apporterait 5 dirhams. Donc, on voit bien que la recette marginale, elle est constante. Lorsque vous dérivez quelque chose de constant, vous avez 0. Donc, elle est nulle. La pente de la recette marginale, la pente, c'est la dérivée. La dérivée, donc, de la recette marginale, elle est nulle. Et puisqu'elle est nulle, on va dire égale à 0, coût marginal doit être supérieur à 0. Donc, la pente du coût marginal doit être positive. Et je reviens ici. La pente du coût marginal doit être positive. La pente du coût marginal doit être positive. Et donc, on retrouve finalement, c'est bien ce point qui correspond à un point d'équilibre et non pas ce point-là. Parce qu'on est dans une partie descendante. Alors que dans cette partie, nous vérifions la dérivée seconde de savoir que recette marginale dérivée est inférieure au coût marginal dérivé. Donc, si demain je pose une question, déterminer la position d'équilibre de l'entreprise en concurrence pure et parfaite à court terme, je veux tout ce raisonnement. C'est-à-dire, l'étudiant va me prouver qu'il a compris le message qu'on est dans le court terme. On a bien évidemment un prix, une fonction de demande, puisque le prix, c'est la fonction inverse de la demande.
du prix, vous allez déduire la quantité, ça ne change. On va le démontrer tout de suite. Au départ, on peut vous donner soit la quantité fonction du prix, soit on vous donne le prix et vous déduisez la quantité. On va faire un exercice. Donc, vous avez la fonction, le prix, la demande, le prix ne dépend pas de la quantité. Vous démontrez la partie ascendante. Algébriquement, vous pouvez établir le raisonnement. La dérivée, deux conditions. La condition première, il faut que la recette marginale soit égale au coût marginal. Et la deuxième condition, il faut que la pente de la courbe de coût marginal soit croissante. Autrement dit, on n'a pas compris le sens. Alors, il y a ici un certain nombre de choses à faire avant de faire un exercice, ou bien on commence par un exercice. Allez, on va faire un exercice. Donc c'est bon, je peux effacer peut-être. Allez, hop, on efface. Voilà. On va faire un exercice, on prend un exercice. Alors, voyons où est-ce qu'il est. On prend celui-là. Je n'ai pas la projection, mais sinon, c'est l'examen. Alors, la dernière fois qu'il a été posé, c'est 2016, et là, c'est, je pense, 2018. C'est l'examen de 2016-2018. Il est noté sur 8 points, vous allez voir, c'est pas difficile. Alors, écoutons l'exercice, l'application. Il nous dit, considérons une situation de marché. Considérons une situation de marché dans lequel il y a 80 acheteurs. Je prends l'énoncé. Si je n'ai pas compris l'exercice, ce n'est pas la peine de faire semblant de réfléchir le jour de contrôle. Pour comprendre l'exercice, je prends l'énoncé et je m'interroge par la suite ce que demande la question. Considérons une situation de marché dans laquelle nous avons 80 acheteurs et 60 producteurs. Il y a un élément ici qui m'interpelle, puisqu'on ne va pas dire à l'étudiant que nous sommes dans un marché de concurrence pure et parfaite. Il y a déjà la loi, l'action de l'atomicité. Il y a un grand nombre d'acheteurs, un grand nombre de vendeurs. Rappelez-vous, avec Stackelberg, la loi du nombre, c'est une idée que nous sommes dans la concurrence. Je continue. Le produit est parfaitement homogène. J'ai un grand nombre d'entreprises. La loi, donc, je rédige chez vous. Quand vous préparez les contrôles, il faut rédiger. Sinon, vous allez venir me mettre « je va » avec GE et « va » avec S. Et puis, l'étudiant ne sait pas écrire consommateur, l'étudiant ne sait pas écrire producteur, et donc ne sait pas écrire utilité. Ça, c'est... Donc, le produit est homogène. Alors, moi, je rédige. Il y a la loi ou l'action de l'atomicité. Il nous dit en plus que le produit est homogène. Deuxième élément en principe, puisqu'il n'y a pas que la loi des grands nombres qui détermine le marché. La loi des grands nombres, le nombre, l'homogénéité et les comportements de l'offre. Rappelez-vous, 3 éléments qui déterminent un marché. Stackelberg, pour familiariser les étudiants avec on a dit un vocabulaire latin, il va retenir simplement la loi du nombre. Homogène. Les acheteurs n'expriment pas de préférence pour un vendeur plutôt que pour un autre. Il n'y a pas « je préfère ce vendeur parce qu'il vend moins cher » ou parce qu'il y a une qualité différente, etc. Non. Donc là, je ne différencie pas. Il n'y a pas de brevet, rappelez-vous, il n'y a pas de label, il n'y a pas de marque. Rien ne permet de distinguer et de tracer un produit. Bien, la nature simple du produit fait qu'en tout temps, de nouveaux producteurs peuvent rentrer sur le marché. De nouveaux producteurs peuvent rentrer, donc il y a une autre action. Ça peut être des entreprises qui viennent par ailleurs, donc parfaite mobilité, ou la liberté d'entrée et de sortie. Moi, l'étudiant, il me montre donc qu'il a compris, il y a une liberté. La question ne porte pas sur
donner les axiomes des différents marchés. Mais chaque fois qu'il y a une question, le professeur El Arabi exige qu'elle soit expliquée, posée, que le problème soit posé économiquement. Et après, on va en maths. Si vous vous trompez dans les calculs, je serai indulgent. Mais s'il n'y a que des maths et qu'en plus vous vous trompez dans le calcul, eh ben c'est normal qu'il y aurait beaucoup de 0, des 1, des 2 et des 3. Donc, de la rédaction, vous me montrez que, bon, voilà, moi j'ai compris en tant qu'économiste, nous sommes dans un marché, apparemment nous sommes dans un marché, dans un régime de concurrence, puisqu'il y a un certain nombre de caractéristiques du marché qui sont vérifiées, l'atomicité, l'homogénéité, la liberté d'entrée, etc. Par ailleurs, les prix sont affichés. Les prix sont affichés, les entreprises sont des price takers, des preneurs de prix, ils ne peuvent pas imposer par le prix, quelle que soit la quantité, donc le prix est imposé par le marché. Je suis dans un régime, je déduis, je suis dans un régime de concurrence pure et parfaite. Oh là qu'elle est belle cette longue dissertation, et puis le reste, je prends les informations que j'ai. Pour chaque marché, on vous donne les informations. Vous les posez et vous traitez. Il n'y a aucun... C'est comme Lagrange. Lagrange, on vous l'a donné, les profs de maths vous l'ont donné. Ceux qui ont fait un effort, ils ont compris le modèle de Lagrange. Il était sur 7 points ou 8 points. Il était avec le TMS 9 points. J'aurais dû au moins avoir 9 points. Si j'ai 9, automatiquement, le prof va rallonger la note. Elle devient 11 ou 12. Donc, si je rends la copie blanche ou je ne sais pas calculer Lagrange, donc c'est que, bon, peut-être vous avez laissé pour... Alors, tout le monde est donc parfaitement informé. Une autre. L'information, rappelez-vous, la transparence, l'information, etc. Donc, tout ça, la question, elle est longue simplement pour dire je suis dans un régime de concurrence pure et parfaite et il y a 80 producteurs et 80. C'est tout ce que je dois retenir. J'efface tout ça, ça j'ai rédigé. Monsieur, j'ai compris le cours de micro. Passons à l'action. On admettra que tous les acheteurs ont la même demande. Il me donne la fonction de demande. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Regardez, il me donne la fonction de demande inverse, c'est-à-dire qu'il me donne le prix en fonction de la quantité. Je vous ai déjà signalé que suite à Marshall, il a inversé vous avez l'habitude d'avoir Y en fonction de X. Donc, obligatoirement, vous mettez Y ici et vous mettez X. Marshall, il a inversé. Alors, vous pouvez trouver la quantité en fonction du prix, alors qu'en principe, on a la quantité et les fonctions du prix. Si je respecte le raisonnement, je dois mettre la quantité ici et le prix ici. Le Marshall, il va inverser, mais ça ne pose aucun problème. C'est une fonction inverse, c'est la fonction inverse de la demande. À partir de là, vous déduisez la quantité en fonction de prix. Il me donne moins 20 quantités plus 164. De la même façon, toutes les entreprises actuellement présentes sur le marché, ont la même fonction de coût total. La même fonction de coût total. Tous les acheteurs ont la même fonction de demande. Tous les vendeurs ont la même fonction de coût et ils nous la donnent 3Q carré plus 24 quantités. Voilà, il ne faut pas se tromper des signes. Bien sûr, dans ce cas-là, si vous faites égal à 0, vous trouvez pour une Q supérieure ou égale à 4, donc ça ne pose pas de problème. Et il nous pose la première question. Voilà, les données sont là. Qui me demande la question? Obligatoirement, il va me dire déterminer la fonction de demande et déterminer la fonction d'offre. Lisons. 1. Établir la fonction de demande. Attention. Des fois, ce n'est pas pour piéger l'étudiant, mais juste pour savoir si il est vigilant. On peut vous demander de déterminer la demande individuelle ou l'offre individuelle.
Et on peut vous demander de déterminer la demande du marché et l'offre du marché. Donc, dans le marché, il y a 60 offreurs. Attention, si je trouve une offre individuelle, on a dit que dans un régime de concurrence pure et parfaite, si vous avez N entreprises qui offrent, vous multipliez, vous faites la somme des offres individuelles. Si une entreprise offre, elle offre, l'entreprise 1 offre 10 tonnes, l'entreprise 2 offre 20 tonnes, l'entreprise 3 offre 50 tonnes, l'offre sur le marché est égale à 10 plus 20 plus 50 est égal à 80. Les offres individuelles, l'offre du marché. Donc, il faut faire attention. Souvent, les étudiants ne font pas cette différence et ils vont s'arrêter au milieu du chemin. Ils nous demandent d'établir la fonction de demande du marché et ils me demandent d'établir la fonction d'offre du marché. Ça, c'est petite. Automatiquement, la troisième question, ça doit être déterminer le prix. Ça va de soi, puisque nous sommes dans la théorie de la détermination du prix. Les néoclassiques, c'est une théorie qui cherche à déterminer le prix. Donc, logiquement, pour avoir le prix, il faut l'offre et la demande. Et puis, on va voir la suite des questions. Donc, voilà, on passe. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Donc, légère dissertation. Nous pouvons considérer que dans le cas présent, nous sommes dans le cadre d'un régime de concurrence pure et parfaite, puisque les conditions traditionnelles de ce marché ou qui sont associées au modèle de concurrence pure et parfaite sont vérifiées, l'atomicité, l'homogénéité, parfaite transparence, l'information, donc des price takers, etc. Vous constituez des petits... Chaque fois qu'il y a un terme qui apparaît, vous faites une petite recherche, vous établissez une fiche et vous faites votre propre cours. Alors, la demande du marché. La demande du marché, c'est la somme des demandes individuelles. Donc, c'est la somme des demandes individuelles. Tout simplement. Comme l'offre du marché, c'est la somme des offres individuelles. Donc, on va additionner les quantités qui sont proposées au même prix. Donc, on va... Alors, nous avons ici le prix, il est là. Voilà. Hop. Je peux travailler avec le prix moins 20, c'est ça? C'est moins. Donc, le prix, c'est moins 20 Q plus 164. Vous allez me permettre... Permettez-moi de jeter un coup d'œil pour gagner du temps, pour ne pas avoir à faire le calcul. Donc, j'en déduis la quantité. Ne vous trompez pas, s'il vous plaît. Il y a un grand nombre d'étudiants qui font des erreurs, ne font pas attention aux signes, etc. Et comme malheureusement, ils n'ont pas rédigé, donc il n'y a que des maths. Dès qu'il y a une faute, je sais que tout le reste est faux. Ça va de soi. J'en ai une bonne centaine d'étudiants, de copies, où dès qu'on passe de l'autre côté, on ne respecte pas les signes. Donc, je sais automatiquement que tout le reste est faux et je n'ai aucune raison pour valider le travail. Donc, ça va me donner que la quantité est égale à P moins P sur 20. Il ne faut pas qu'on se trompe. Moins P sur 20. D'accord? Moins 164 sur moins 164 sur 20. On va directement le calculer. Ça va nous donner 64, ça va me donner 8, quelque chose. Alors 8,2, hop, allez. Voilà la quantité. Nous avons la quantité. Donc, voilà, on a la quantité. On a une fonction de demande inverse. Voilà, c'est la fonction de demande. Celle-là, on va l'appeler fonction de demande inverse. J'établis la quantité en fonction de prix. C'est la quantité en fonction du prix. Voilà, est égal moins P sur 20 plus 8 sur 2. Et donc, je vais établir la demande du marché, tout simplement. C'est la demande individuelle multipliée par donc, la demande du marché, grand Q. J'ai combien d'acheteurs? J'ai 80 acheteurs fois la quantité. Voilà la demande individuelle.
individuelle. La question est sur 8 points. Donc, moi, je trouve que... Alors, cela va nous donner, hein, ce n'est pas la peine de faire le calcul, vous le faites chez vous, moins 4P plus 656. Voilà. 656. Voilà la quantité. Sinon, à partir de là, je peux trouver le P. À partir de là, je trouverai le P est égal à moins 1 quart Q plus 164. Voilà. On a les deux, soit en fonction de P, voilà, soit on a en fonction de P. Voilà. On trouve en fonction de P. Soit vous avez une fonction de... Hop, allez. Voilà, une fonction... Q fonction de la quantité, vous allez la trouver Q fonction de la quantité. Ça, c'est la première question. Ce n'est pas la mer à boire, c'est facile, c'est clair, c'est bien structuré, et donc j'ai la note complète qui correspond dans ce cas-là à 2 points. La demande, l'offre, j'efface, hein, on gardera tout ça à l'esprit. L'offre, pareil, ne pose aucun problème en principe. Alors, nous avons l'offre de marché, nous l'avons dit, c'est la somme, l'offre de marché, c'est la somme des offres individuelles, logique. D'accord? L'offre individuelle, on est dans un régime de concurrence pure et parfaite. À quoi correspond l'offre dans un régime de concurrence pure et parfaite? L'offre. Donc là, j'ai besoin de calculer l'offre individuelle. À quoi est égale l'offre individuelle? Rappelez-vous, là, c'est l'étudiant qui va chercher dans ses connaissances. Et nous savons que l'offre, nous l'avons démontré, c'est la partie ascendante du coût marginal situé au-dessus. Je rédige. C'est avec J et pas avec G. Je rédige. Rédiger chez vous. Vous ne pouvez pas faire semblant le jour du contrôle, le jour de l'examen et essayer d'apprendre à rédiger. Ça va de soi que ceux qui ne rédigent pas, ça veut dire qu'ils n'ont pas suivi le cours, qu'ils n'ont pas, ou ils s'obstinent à ne faire qu'à leur tête, et bien évidemment, ils seront sanctionnés. Je rédige. Chez moi, je me dis, on me demande de calculer l'offre. Qu'est-ce que l'offre? L'offre correspond ou se confond donc avec le coût marginal. Moi, je rajoute, c'est la partie ascendante du coût marginal située au-dessus du coût moyen. Ou bien je peux rajouter, elle doit être, la pente de la courbe de coût marginal doit être positive, ce qu'on a démontré tout à l'heure. Alors, on a le coût total, vous l'avez, il est là. À partir de là, je cherche le coût marginal, hein, je triche un peu, je regarde, donc 6Q plus 24, voilà le coût marginal, je l'ai, c'est bien ça, 6Q plus 24. L'offre individuelle de là, donc on a, rappelez-vous, à l'équilibre, nous avons donc P, recette marginale est égale coût marginal est égal le prix. À l'équilibre, nous avons cette relation. Donc, le prix est égal au coût marginal. Voyez-vous, à ce niveau-là, on fait appel aux informations que nous connaissons. Il n'y a pas, on ne cherche pas à piéger l'étudiant. Loin de nous l'idée de piéger l'étudiant. Les exercices sont clairs, simples, ils passent dans nos modèles, hein, on les évalue et on va comprendre finalement que c'est accessible, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de chose qui risque de perturber l'étudiant. Donc on a 2 informations, ou 3 informations, ou 4 informations. Nous sommes dans un régime de concurrence pure et parfaite et on vous a donné les caractéristiques de ce régime. Nous savons que l'offre individuelle et demande individuelle, c'est la somme des offres et des demandes individuelles. J'ai besoin donc de l'offre, c'est la partie ascendante du coût marginal situé, et je sais qu'à l'équilibre, le prix est égal. Alors P est égal, dans notre cas, est égal à 6Q plus 24. Voilà le prix. Ou bien vous cherchez la quantité à partir de là, si vous êtes
habitué à travailler avec la quantité qui me donne 1 sur 6Q, 1 moins 4. Voilà, le prix et l'offre du marché, tout simplement, est égale, on l'a dit, à la somme des offres individuelles. La somme des offres individuelles, j'ai combien de producteurs? J'ai 60 producteurs, donc l'offre du marché est égale, ou la quantité offerte du marché est égale à 60 fois la quantité. 60 fois la quantité, ce qui me donne 10P. Voilà, 10P, l'offre est égale à 10P moins 240, ou bien vous trouvez P, à partir de là, la quantité est égale, ou vous trouvez le prix. Donc voilà, moi je ne vois pas quelque chose d'extraordinaire, j'applique mon cours, mais je me suis habitué à rédiger, et puis si jamais, parce que si vous vous trompez à ce niveau-là, le reste est faux. C'est même pas la peine de continuer à corriger. C'est même pas la peine de continuer à corriger l'exercice. Par contre, on va jeter un coup d'œil, on jette un coup d'œil à la rédaction. Ah, tiens, l'étudiant l'a compris. Bon, soyons indulgents. Donc voilà, j'ai l'offre, j'ai la demande. Nous les avons, on peut les reprendre si vous voulez. J'ai l'offre et j'ai la demande. Alors, qu'est-ce que je peux le prix d'équilibre, on a dit 3 questions. Alors 2 points, 4 points, 6 points. J'arrive à 7, 8 points, j'ai mes 10. Simple. Alors le prix d'équilibre, on le sait et je rédige encore une fois. Le prix d'équilibre s'obtient par la confrontation, par l'égalité de l'offre et de la demande. L'offre du marché doit être égale à la demande du marché. Ça me donne le prix d'équilibre. Ça va dessus. Alors, on a déjà trouvé la demande, ou bien l'offre 1 sur 10 Q plus 24. Et on a trouvé l'offre, ou bien l'inverse, 1 sur Q plus 164. Il n'y a rien de compliqué. À partir de là, on va trouver la quantité d'équilibre est égale à 400. Voilà 400 la quantité. J'ai besoin de prix parce qu'on me demande de calculer le prix. Ici, le prix, vous remplacez dans l'une ou l'autre des fonctions qu'on a trouvées tout à l'heure. Lorsque vous avez calculé la demande du marché, allez, on les reprend. On reprend pour que vous ayez une idée. Lorsqu'on a calculé l'offre, la demande du marché, la demande du marché ici, on a trouvé Q est égal moins 4P plus 656, et à côté, on a déduit P est égal, voilà, moins un quart Q, moins 1 sur 4Q, plus 164. Vous avez trouvé la quantité, vous remplacez ici la quantité, voilà, vous la remplacez, vous trouvez le prix. Ou bien vous pouvez aller vers la fonction d'offre. Nous avons trouvé le prix est égal 1 sur 10 Q, 1 sur 10. On a travaillé à partir du prix Q plus 24, plus 24. Voilà P égale. Donc vous remplacez ici et vous allez trouver le prix. Que vous remplaciez dans l'une ou dans l'autre, vous allez trouver, bien sûr, ramenez votre matériel. Je l'ai déjà dit en S1, ce n'est pas digne d'un économiste, parce que l'économie, c'est une structure mentale. Il y a une biniya fikriya, اللي هي بنية فكرية تحتية هي اللي كنبنيو عليها كما كيقولنا ماركس. Et donc, ou bien on va vers le débat entre Marx et la pensée islamique, l'émancipation de l'esprit ou l'émancipation par l'esprit. Dans les deux cas, ce n'est pas digne d'un étudiant en économie. Pour le reste, je parlerai pour ma matière et pour mes étudiants, qui vient le jour de l'examen et qui va commencer à claquer le doigt pour demander à un professeur universitaire d'aller lui chercher Blanco.
Donc ça, à mon sens, ce genre d'étudiants n'iront pas très loin. Ça ne coûte pas cher. Vous achetez vos marqueurs, vous achetez vos stylos et vous achetez votre blanco. Et quand vous avez un résultat, vous vous habituez chez vous. Vous dites les résultats intermédiaires, je peux les surligner en vert. Les résultats finaux, je peux les surligner en jaune, etc. Ça, vous auriez des automatismes qui vont vous sauver la vie et vous permettre de gagner du temps le jour du contrôle. Alors, nous allons trouver donc, voilà, le prix, on va trouver un prix est égal à 64. À partir de là, je trouve un prix est égal à 64. Le prix est égal à 64. La quantité d'équilibre sur le marché est égale à 400. L'offre sur le marché est égale à 400. Oui, mais je peux calculer. Est-ce qu'il y a dans la question calculer l'offre individuelle? Qu'est-ce qu'il nous demande dans la question? Je cherche, certainement il va y avoir une demande individuelle si je trouve. Voilà. Quel est le prix d'équilibre et quelle est la quantité effectivement vendue par chaque producteur? Ah, la question numéro 3, quel est le prix d'équilibre? On l'a trouvé. Et quelle est la quantité vendue? Puisqu'on a dit c'est les mêmes. Rappelez-vous l'énoncé. Considérons une situation de marché dans laquelle il y a 80 acheteurs et producteurs, le produit est parfaitement homogène, etc. Donc on a les mêmes. Et il nous demande de calculer les quantités individuelles. On a trouvé la quantité. Et après, quel est le profit actuel de chaque producteur? Quelle est la quantité produite par chaque entreprise et quel est le profit de chaque entreprise? Alors la quantité individuelle, il ne faut pas chercher 14 heures à midi ou midi à 14 heures. Dans tout le marché, il y a 400 unités. Combien va produire une entreprise? On a combien de producteurs? On a 60. Ils sont les mêmes. Donc la quantité totale, c'est 400. Et nous avons 60 entreprises qui produisent. Donc chaque entreprise va produire 6,67. 400 sur 6, tout simplement. Tranquille. Dans le marché, il y a une offre de 400 chaises. Dans tout le marché, il y a 400 chaises. Et nous avons 60 entreprises qui offrent. Et c'est identique. Donc chacune va offrir 400 sur 60, ça me donne 6,67. Maintenant, la question suivante, elle me dit quel est le profit individuel ou le profit total, ça va de soi, de chaque entreprise du producteur. Quel est le profit? Ça y est, les données, on les a, donc on peut regarder ça. Voilà, ça, on n'en a plus besoin. Hop. L'idée, c'est de garder la règle. C'est toujours la même chose. La question est le profit du producteur. Le profit du producteur. Comment on va calculer le profit du producteur? Comment on calcule le profit de chaque entreprise? Allez, j'attends. Répondez. Et si vous n'arrivez pas à répondre, c'est que vous n'êtes pas à jour. Donc, il faut travailler, il faut commencer tout de suite parce qu'on va aller vite pour essayer de vous donner votre cours dans les délais. Alors, le profit, c'est quoi? Le profit, c'est tout simplement, je ne me casse pas la tête, étape par étape. C'est recette totale moins coût total. Je ne me casse pas la tête. Recette totale est égale à quoi? Est égale au prix fois la quantité. Je ne me casse pas la tête, je ne brûle pas les étapes. Et le coût total, excusez-moi, j'ai effacé, mais nous allons le retrouver dans l'énoncé. Voilà, le coût total est égal à 3Q carré plus 24Q. Si ma mémoire est bonne,
parce que ce n'est pas ça l'examen. Alors, oui, plus coût total, plus 24. Oui, c'est bien ça. Donc, là, recette totale du producteur. Recette totale du producteur. Vous avez le prix, il est fixé par le marché. Le prix ne change pas, il est fixé par le marché. J'ai le prix ici. Donc, le prix, c'est 64. Je ne peux pas me tromper. Et quelle est la quantité individuelle que je produis? Nous l'avons trouvée, elle est là. Toutes les entreprises produisent 400, nous sommes 60 à produire, chaque entreprise produit donc 6,66. Je multiplie par 6,67, pardon. Et pareil ici, je remplace la quantité. Je ne brûle pas d'étape. 3Q carré, à quoi est égale la quantité? 6,67. 6,67 au carré plus 24 multiplié par 6,67. Je me trompe maintenant dans le calcul. Le professeur El Arabi ne fait pas attention à ça. J'ai compris, mais depuis le début, je n'arrête pas de vous dire, j'ai compris qu'est-ce qu'un marché de concurrence, ce qui caractérise un marché, un régime de concurrence, nous l'avons dans l'énoncé. Je sais que la demande, voilà comment je vais, j'ai une fonction de demande inverse, je déduis une fonction de demande individuelle, je multiplie par le fonctionnement. Le prix, c'est la confrontation de l'offre et la demande. Donc, offre égale la demande, je trouve la quantité globale du marché, une quantité individuelle. On me demande de calculer le profit, mais le profit de chaque entreprise. Le profit de chaque entreprise, de toute façon, la règle, le profit, c'est recette totale moins coût total. Recette totale, c'est prix fois quantité. Coût total, j'ai la fonction. Je remplace le prix, c'est une donnée, je ne peux pas me tromper. Si vous vous trompez là, ça va de soi que ça ne va pas. Et la quantité, on l'a. Et je vais trouver donc le coût total et le profit est égal, pour vous aider, j'ai trouvé 133,33. Il y a une dernière question. Et cette question, c'est moi qui la pose. Elle est dans l'énoncé. Mais en général, on peut arrêter là. C'est bon. Si l'étudiant a rédigé, alors on va la mettre en gros caractère chaque fois. Comme ça, on ne va pas me dire, monsieur, j'étais pris au dépourvu. Voilà, je rédige. J'exige de la rédaction. Nous ne sommes pas des mathématiciens. Jusque-là, c'est bon. Moi, je rajoute une question qui va me permettre de passer de 7 ou 8 à l'étudiant à 12 ou à 13. Je ne la note pas, cette question. Mais pour ceux qui vont répondre à cette question, ils augmenteront la note de 3-4 points. Alors, c'est quoi la question? D'après les résultats obtenus aux 2 questions précédentes. Vous avez le prix, le profit individuel, le prix d'équilibre, les quantités effectivement vendues par chaque entreprise et le profit individuel. Vous avez trouvé, tout ça était dans la même question 3. À quoi peut-on s'attendre sur ce marché? À quoi peut-on s'attendre sur ce marché? Là, c'est pas difficile. Mais il y aura toujours quelques étudiants qui ont fait un effort et qui vont simplement me dire, monsieur, où est-ce qu'il est le résultat? Nous avons trouvé un profit. Ah tiens, il y a un profit individuel. Chaque entreprise réalise un profit, 133,33. Et le fait qu'il y ait un profit, cela va inciter les autres entreprises à intégrer ce marché. Rappelez-vous l'hypothèse de départ, la liberté de mobilité des facteurs de production, parce que je le rajoute, étant donné que le marché de concurrence pure et parfaite suppose comme axiome qu'il y a une liberté, une mobilité des facteurs de production, ça veut dire que s'il y a une entreprise qui, dans un autre secteur, elle est devenue une entreprise marginale, rappelez-vous, une entreprise marginale, on a besoin de cette entreprise pour avoir l'équilibre, mais elle produit avec des coûts très importants. Si elle ne réalise pas de profit dans l'autre entreprise, elle peut quitter le secteur et venir dans ce secteur parce qu'il y a un profit. Et deuxièmement, il n'y a pas de barrière à l'entrée.
Il n'y a pas de barrière. Si elle veut rentrer, elle peut rentrer sans délai, sans coût, sans obstacle. Oh, qu'elle est belle cette rédaction. Ah, que l'étudiant il a compris. C'est pas la peine de. On l'encourage. Allez, hop, un 14 ou un 15. Et nous avons quelques étudiants dans le S1 qui ont eu des 16 et des 15 et des 14. On est agréablement surpris quand on a ce genre. Et donc, alors je continue. Donc, liberté d'entrée, parfaite mobilité, ils arrivent. Oui, mais attention, il ne faut pas s'arrêter là. Des entreprises arrivent. Si les entreprises arrivent, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a trouvé un profit, dans la question précédente, on a trouvé un profit, hop, est égal à 133, virgule quelque chose. Il y a un profit. Donc, d'autres entreprises vont arriver. Le nombre d'entreprises augmente. Qu'est-ce qui se passe? L'offre augmente. Qu'est-ce qui se passe? L'offre augmente, c'est une très belle introduction à ce qu'on va faire maintenant. On va voir ce cas-là. Si l'offre augmente, automatiquement, le prix aurait tendance à baisser. Le prix aurait tendance à baisser, donc le profit aurait tendance à baisser. Jusqu'à ce qu'il n'y a plus intérêt à venir dans ce marché. Nous allons voir ce cas-là. Nous allons le voir, mais on n'a plus besoin de ça, du profit. Il y a un profit. Tout simplement, il est quelle heure? Il nous reste une bonne vingtaine de minutes. Alors, cette situation de profit, lorsqu'il y a un profit dans un régime de concurrence pure et parfait, ce profit aurait tendance à disparaître. Il ne peut pas persister dans le temps. Pourquoi? Parce que d'autres entreprises vont être incitées à s'introduire dans la branche. Des entreprises arriveront sur la branche et par conséquent, ils vont augmenter l'offre, ils vont augmenter la quantité offerte sur le marché. Alors, il y a une hypothèse ici très importante. Alors voilà, on va voir. Voilà, par exemple, on va faire une présentation ici. Supposons, voilà, nous avons ici la fonction de demande, elle est décroissante, n'est-ce pas? Et on va prendre le cas, supposons on a une offre, voilà une offre, premier cas de figure, O1, n'est-ce pas? Et elle va nous donner, on va mettre en face pour essayer de suivre en même temps, voilà, en face, la situation d'équilibre. Rappelez-vous, coût moyen, à peu près, hein, vous le faites bien chez vous, coût moyen, coût marginal, passe par le mi, voilà le coût marginal. N'est-ce pas? Il n'est pas au même endroit. Donc, à ce point-là d'équilibre, voilà. Voilà, jusque-là, hop là. Voilà. On va noter. Puisque c'est comme si on passe du court terme au long terme. On va voir sur le long terme, les prix, les offres vont arriver d'autres entreprises, offre augmente, prix baisse chaque fois. L'offre va augmenter, le prix va baisser et on va voir la position d'équilibre, comment elle va s'établir. Alors, supposons on a ce cas-là, des entreprises arrivent. On a une situation d'équilibre qui s'est établie à ce niveau-là. De nouvelles entreprises arrivent sur le marché. Alors, la fonction d'offre va se déplacer. Elle se déplace. On va la déplacer, par exemple. Voilà, on va la déplacer au-dessus. L'essentiel, c'est qu'elle ne correspond pas à cet équilibre. Donc, on peut la mettre ici, par exemple. Voilà. L'offre se déplace. N'est-ce pas? O0, ici on l'appelle O0, l'offre 1. Voilà. Deuxième niveau, des entreprises, il y a un profit, de nouvelles entreprises arrivent, donc automatiquement le prix ici, on va dire P0. La position d'équilibre ici entre l'offre et la demande, voilà, maintenant elle est là, P1.
on voit que le prix il a baissé. C'est ce qu'on a dit là. Le prix baisse. Le prix va baisser, de nouvelles entreprises qui arrivent, le prix baisse, il passe de 0 à 1. Et on voit que ce prix-là, si je le transpose, on voit qu'il ne couvre pas ce prix P0, il est là, on voit qu'il ne couvre pas, rappelez-vous là, voilà le prix en principe, il est là, le premier prix, il était là, à la P0, voilà P1. On voit que le prix ne couvre pas le minimum. Rappelez-vous le programme de S1, et nous, on a travaillé les coûts. Il y a un seuil de fermeture, il y a un seuil de rentabilité. On voit que là, on est au-dessous du seuil de fermeture. Et il ne couvre même pas ses coûts variables. Alors, vous imaginez, je ne produis pas. À ce prix-là, je ne produis pas. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le texte? Ne couvre pas le coût moyen. Donc, ce prix-là, on le voit ici, il est au-dessus, donc ne couvre pas ses coûts moyens, à la minimum. Donc, il est au-dessous du minimum du coût moyen. Et on va voir l'équilibre de long terme. Justement, l'équilibre de long terme, c'est celui-là, c'est le coût moyen min. On ne se casse pas la tête, on va le retrouver. Alors, donc le prix il est au-dessous du minimum du coût moyen. À court terme, oui, c'est valable. Lorsque vous êtes à court terme, une entreprise, elle peut produire au-dessous du seuil de fermeture. Mais à long terme, non. Elle ne peut pas rester indéfiniment dans une structure de coûts qui ne lui permettent même pas. Elle effectue des dépenses, elle a des salaires, elle achète matières premières, elle n'arrive pas, le prix avec lequel elle vend, il ne couvre pas ses coûts. Donc, automatiquement, dans le long terme, obligatoirement, les entreprises doivent amortir leurs équipements, doivent amortir leurs machines, doivent rémunérer leur capital. Donc, un certain nombre de firmes doivent partir. Troisième étape. Il y a une offre très importante. Il y a des entreprises marginales. Il existe ce qu'on appelait la dernière fois, des entreprises marginales. On a un certain nombre d'entreprises N qui nous donnent une offre 0. Maintenant, on a un certain nombre d'entreprises N' supérieures à N qui nous donne une quantité, mais il nous donne une quantité, voilà, on voit que la quantité elle est passée de ce point d'équilibre à ce point d'équilibre, la quantité elle a augmenté, mais le prix il a baissé. On voit qu'il ne couvre pas ses coûts. Des entreprises marginales ne peuvent pas rester dans ce secteur d'activité, donc ils seront amenés à quitter la branche. Et donc l'équilibre, ils quitteront, alors certainement pour le ramener à ce niveau-là, j'ai commencé par l'inverse, certainement, donc, une entreprise, l'offre, donc ils vont quitter. Donc, hop, on revient vers. La première fois, on est passé de O1 à O2. De O0, on est passé de O0 à O1. Voilà. Deuxième temps, des entreprises vont quitter et donc on va aller voilà le nouveau point d'équilibre, la demande et l'offre. Donc, deuxième temps, on passe à O2. On est passé à O2, donc on voit bien que ce prix-là, P2, maintenant le prix, regardez, le prix va remonter, c'est normal. La quantité offerte, elle a baissé, elle est revenue à ce niveau-là.
Voilà. Elle est passée de ce niveau-là dans un premier temps. Lorsqu'on avait une entreprise, l'offre 0, on avait cette quantité. On va l'appeler Q0. Elle est passée donc, une fois que d'autres entreprises, parce qu'il y a le profit, d'autres entreprises sont rentrées en jaune. Donc en jaune, voilà, on est passé à Q1. Maintenant en vert, parce que il n'y a pas assez de ça ne couvre pas ses coûts, donc elle ne peut pas rester, certaines entreprises sont parties, donc on est revenu à ce point d'équilibre, donc Q2. Voilà. Ils arrivent, l'offre augmente, le prix baisse, le profit baisse, elles partent, les entreprises qui ne couvrent pas leurs coûts vont quitter et par conséquent, donc il n'y a pas ce qu'on appelle un profit anormal ou ce qu'on appelle un surprofit. Les entreprises vont partir et donc il y aura, chaque entreprise recevra un taux de profit normal puisque le prix qui s'est établi sur le marché, le prix d'équilibre, où est-ce qu'il est? Non, il est là. Ce prix d'équilibre qu'on a trouvé sur le marché, il permet, hop, hein, on triche un peu, il permet de couvrir, il couvre, regardez, c'est le minimum. Donc à long terme, finalement, à l'équilibre, le prix doit être égal au minimum du coût moyen. Je le dis là, je n'ai même pas besoin de faire un cours sur l'équilibre à long terme. L'équilibre à long terme, voilà, on le trouve ici. L'équilibre à long terme, c'est lorsque le prix est égal coût moyen min. Alors, comme tout à l'heure, je vous ai donné le coût total est égal 3Q carré. Vous calculez le coût moyen, vous divisez par Q. Vous voyez la dérivée pour trouver le min, coût moyen min, égal au prix. Et vous trouvez votre équilibre de long terme. À long terme, le coût moyen min doit être égal au prix. Nous avons déjà parlé de l'entreprise marginale. J'en ai déjà parlé. Donc, je passe ce passage. Puisque, alors la production reste nécessaire, on l'a dit, si la demande diminue, les entreprises quitteront le marché, on l'a dit. Donc voilà ce que vous allez trouver dans le polycope que vous pouvez récupérer, puisque moi je n'ai pas de polycope pour ce qui est du marché. Alors, on va continuer donc avec le monopole. Je ne peux pas vous dire si vous avez des questions, hein, mais ça a plus ou moins l'air d'être... Il n'y a rien. Voilà, non, il n'y a rien. Ça, on l'a vu. Ça, on l'a vu. Il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien à récapituler. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur le... Enfin, c'est tout ce qu'il y a à dire. Vous continuez, bien évidemment, vous faites votre propre cours. Alors, nous passons au monopole. Deuxième marché, les deux marchés extrêmes. Très difficile de trouver une situation de monopole, très difficile de trouver une situation de concurrence pure et parfaite, mais ce sont les deux modèles extrêmes. Donc là, vu la loi du nombre, c'est un seul monopole. Le cas du mono. Mono, ça veut dire un seul. Pôle, on l'a compris. En termes de production, on l'a compris. Souvent, si on demande à un étudiant, qu'est-ce que vous entendez par monopole? Il va vous dire, il y a un seul. Une seule entreprise, un grand nombre. Tout de suite, ça part vers l'idée du nombre. Ce n'est pas faux. Un monopole, une seule entreprise. Un monopsone, une seule demande. Mais c'est nécessaire comme réponse, mais c'est insuffisant. Elle est insuffisante comme réponse. Parce qu'on ne peut pas déterminer le monopole par le nombre, ou plutôt exclusivement par le nombre. Alors voyons voir comment on l'a fait pour le consommateur, on va le voir pour l'entreprise, pour le monopole.
Le prix est fixé par le marché dans le cas de la concurrence pure et parfaite. On avait un price taker. Ici, on aura un price maker, c'est-à-dire un faiseur de prix. On peut penser à ce niveau-là, on va penser que le monopole peut imposer le prix. Non, il ne peut pas imposer le prix. Mais c'est le modèle le plus simple, c'est de dire comme il est tout seul, il peut imposer. Non, il ne peut pas imposer. Même si je suis en situation de monopole, je ne suis pas stupide pour imposer un prix élevé. Parce que tout simplement, soit je vais être sanctionné parce qu'il y a une réglementation. Ce n'est pas le monopole, comme nous dit Schumpeter, qui est dangereux. C'est l'abus du monopole. Lorsque le monopole, il va abuser de son pouvoir, parce que c'est une question de pouvoir. Lorsque le monopole abuse de son pouvoir, l'État va le sanctionner. Il y a une réglementation anti-abus de monopole et ils vont le sanctionner. Deuxièmement, le marché va le sanctionner tout simplement si c'est cher, je n'achète pas. Les consommateurs n'achètent tout simplement pas. Donc il y a un certain nombre d'entreprises, il y a un certain nombre de... Et puis même la concurrence, elle peut venir. Lui, pour décourager la concurrence, il n'a pas intérêt à réaliser un profit très élevé. Ça attire les autres entreprises. Donc il y a un certain nombre de facteurs. Nous allons essayer de voir, dès que j'aurai récupéré mon cours, parce que j'ai perdu mon cours, dès que j'aurai récupéré mon cours, je vais vous démontrer que même qu'en situation de monopole, le monopoleur va s'ajuster jusqu'à trouver un équilibre et même qu'il peut produire à perte. Alors, lorsqu'on était dans une situation de concurrence, on a dit c'est l'entreprise souveraine ou bien l'adaptation par les quantités. Puisque le prix se fixe sur le marché, obligatoirement, on ne peut pas agir sur le prix. Avec quoi on peut s'ajuster? Par la quantité. Par contre, dans le cas d'un monopole, l'ajustement peut se faire par les prix. Je peux modifier le prix pour aller vers l'équilibre, comme je peux modifier les quantités pour aller vers l'équilibre. Donc, j'ai une possibilité de fixer simultanément et le prix et la quantité chez le monopoleur. Il n'y a pas de concurrent immédiat. Donc, absence de concurrents immédiats. Mais tout ça, moi, bon, c'est bien ça. Mais il y a des éléments, on a dit fixation simultanée du prix et de la quantité. C'est bien jusque-là. Mais cette définition du monopole, le monopoleur il est le seul, la loi du nombre, donc il est seul, il y a un seul, la loi du nombre, qu'il est price taker, faiseur de prix, qu'il y a une absence de concurrence. Cela pose un problème de démontrer scientifiquement, si on veut effectuer un raisonnement scientifique, l'absence de concurrent immédiat. Très difficile de démontrer dans ce cas-là, cette définition en tout cas, elle pose le problème de la détermination de ce qu'on va entendre déjà par un substitut immédiat. Parce qu'un monopole dans un produit, moi je vais raisonner par l'absurde. Vous savez que quand vous partez avec vos parents dans un supermarché, en général, d'abord ils regardent le prix. Ça, si c'est nous, les microéconomistes, qui leur demandent de faire ça. Parce qu'on étudie les comportements du consommateur et on sait que le consommateur, où je dis par exemple, hein, il est sensible à une différence de prix. Si vous mettez deux produits plus ou moins identiques, qui ne sont pas identiques, il y en a 10 dirhams et l'autre à 9,99, le regard de la ménagère, tout de suite, elle va vers le 9 parce qu'elle voit le 9, elle n'a pas vu que derrière il y a 99, elle peut être tentée d'acheter ce produit. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a deux produits
À partir de quel moment je vais dire qu'il y a un substitut immédiat et que par conséquent, l'entreprise qui produit le bien A est l'entreprise qui, parce que, qu'est-ce qu'on peut faire? L'entreprise, elle peut modifier l'emballage. Le produit est le même. On modifie l'emballage. Est-ce que c'est le même produit ou pas le même produit? Donc là, est-ce que cette entreprise qui offre un bien B différent par l'emballage du bien A, est-ce qu'il est un concurrent immédiat ou pas? Quand vous voulez acheter des pâtes, hein, parce qu'il y a des biais, bien sûr, psychologiques, sociaux, il y a culturels, etc. C'est des fois même devenu identitaire et qui fait que dans notre imaginaire local, on associe la qualité d'un produit par rapport à. Bon, dès qu'on va à une grande surface, je vais automatiquement aller chercher ce bien, même s'il y a d'autres produits à côté, des substituts parfaits ou pas, je ne sais pas, mais je ne cherche pas à savoir, par habitude, par je ne sais pas, j'ai entendu dire, etc. Donc là, si vous définissez le monopole ainsi, va se poser cette différence, justement, de dire qu'est-ce qu'un substitut immédiat et qu'est-ce qu'un proche concurrent. Pour savoir s'il y a un proche concurrent ou pas. Donc, je suis en train de dire, je définis le monopole par rapport à la concurrence. Un concurrent immédiat, un proche. Pour moi, c'est le même produit avec quelques caractéristiques différentes et c'est moi qui décide. Donc, je choisis ce bien A ou ce bien B. Alors, qu'est-ce qui va me dire, est-ce qu'il y a un concurrent immédiat ou pas? S'il n'y a pas de concurrent immédiat, c'est un monopole. Mais pour dire qu'il n'y a pas de concurrent immédiat, vous ne pouvez pas retenir ces éléments. Quels éléments on peut retenir pour dire c'est une situation de monopole parce qu'il n'y a pas de concurrent immédiat? Ou bien ce n'est pas un monopole parce qu'il y a des concurrents proches qui produisent un bien substituable. Qu'est-ce qui va me permettre de dire ça? Réfléchissons. C'est l'élasticité de la demande. C'est la sensibilité de la demande à une variation de prix. Si je suis en situation monopole, même si j'augmente le prix, vous êtes, entre guillemets, obligé d'acheter mon bien, puisque je suis le seul à produire ce bien, avec ses caractéristiques, ses spécificités. Par contre, s'il y a des substituts parfaits, si j'augmente le prix, vous allez acheter ailleurs. Donc c'est l'élasticité de la demande, mais quelle élasticité? C'est l'élasticité croisée de la demande. L'élasticité croisée de la demande, c'est-à-dire comment varie la quantité demandée du bien QA, l'entreprise A, on l'a appelé A, lorsque le prix du bien B varie, une variation de PB sur PP. Donc on voit que, ou bien on peut l'écrire delta QA sur delta PB, ou bien la variation, la dérivée de QA par rapport à PB, et je multiplie par l'inverse, PB sur QA. Donc, c'est la sensibilité de la demande, c'est l'élasticité croissante, la sensibilité de la demande à une variation de prix de l'entreprise. Si l'entreprise B baisse le prix, elle baisse son prix B. Est-ce qu'on va quitter la demande de A, va baisser et on va acheter plus B ou pas? Si la demande de B ne baisse pas, le prix de B baisse, la quantité de B n'augmente pas. La quantité de A n'augmente pas. Ou bien on va faire l'inverse, comme ça vous allez avoir une visibilité. Voilà. Supposons que le prix de B augmente. Elle augmente son prix.
En principe, on n'achète pas. On va acheter A. Donc la quantité de A va augmenter. Si quand le prix de B augmente, la quantité de A n'augmente pas, ça veut dire que l'élasticité croisée de la demande est faible et ça veut dire que l'intensité de la réaction de la demande A est faible, la sensibilité de la réaction est faible, elle ne réagit pas, même si le monopoleur augmente son prix, la demande ailleurs ne change pas, ne varie pas, on sait qu'il est en situation de monopole. Et c'est logique, c'est plus logique que dire il est tout seul. Ou bien ils sont deux. Il peut y avoir deux entreprises, mais chacun est, on va le voir dans les monopoles discriminants, chacun est monopole dans son créneau. Et on peut donner des illustrations comment des entreprises par la suite vont adopter des stratégies pour fidéliser la clientèle. Nous pouvons prendre dans l'exemple du cas du Maroc, par exemple, le cas le secteur de la télécommunication, Tissalat, etc. Chacune a élaboré une stratégie pour fidéliser sa clientèle et de telle sorte qu'elle est plus ou moins en monopole par rapport aux produits qu'elle offre. Donc c'est une entreprise est en situation de monopole. Si je pose la question, qu'est-ce qu'un monopole? Celui qui me dira, il est tout seul, et il y a un grand nombre de demandes, ça va de soi qu'il ne sera pas noté. Il va me dire oui, c'est la loi des grands nombres, c'est un price maker, c'est un faiseur de prix, absence de concurrent immédiat, mais on ne peut pas le démontrer ça malheureusement, on ne peut le démontrer que par un coefficient d'élasticité. Est-ce qu'il y a une fixation simultanée des prix et des quantités, et on va dire sur ce point-là que c'est le coefficient d'élasticité croisée de la demande entre le produit du monopole et les autres entreprises, les autres produits. L'élasticité, le coefficient d'élasticité croisée de la demande est nul. Ce coefficient d'élasticité, si on calcule un coefficient d'élasticité de la demande croisée, il est nul. Il ne réagit pas. Vous m'expliquez, détaillez, vous auriez vos 3 points. Il faut que le produit vendu soit totalement différencié, ça va de soi. Pour que je ne réagisse pas, c'est que le produit est totalement différent. Si quand le prix de B augmente, la quantité de A ne varie pas, ne change pas, il y a une variation du prix de B, mais il n'y a pas de variation de la quantité de A. Donc, c'est que les produits sont différents. On dit qu'il y a une différenciation du prix, une différenciation du produit. Alors, qu'est-ce que je peux rajouter ici? Oui, allez, rapidement, si on va dire rapidement, encore 5 minutes. Alors, l'équilibre du producteur, on passe directement à l'équilibre du producteur. Quand est-ce qu'une entreprise en situation de monopole, je dis n'importe quoi. Quand est-ce qu'un monopoleur est en situation d'équilibre? C'est exactement le même raisonnement qu'on a dit par ailleurs. Ça veut dire qu'il n'a pas intérêt à modifier le prix ou il n'a pas intérêt à modifier la quantité. Je n'ai plus aucun intérêt. Bien sûr, on l'a dit, logiquement, en première approximation, dès qu'on va vous dire il est en situation de monopole, automatiquement, on va me dire il va fixer un prix. Il est price maker, donc il va fixer un prix. Mais quel prix il va fixer? Il va fixer un prix de telle sorte que cela va lui permettre, puisque c'est l'objectif, de maximiser le profit. Et on va le démontrer graphiquement que ce n'est pas toujours vrai et que l'entreprise ne cherchera pas toujours le maximum de profit. D'ailleurs, les entreprises actuellement, ils cherchent plus. Si vous voyez, quand les entreprises font leur bilan, vous allez voir que les entreprises font attention plus à leur chiffre d'affaires.
à leur recette totale, c'est-à-dire à leur part du marché. Tisalat, elle cherche plus à avoir une part de marché et à préserver cette part de marché et éventuellement à augmenter cette part de marché. Regardez les bilans quand ils font les états de synthèse, ils insistent, ils disent, nous avons 25% de part du marché marocain et donc on fera en sorte pour améliorer s'il y a une amélioration de part. Ils ne parlent pas de... On ne parle jamais pratiquement de on a maximisé un profit ou ce n'est pas vraiment l'objectif. Alors ici, nous allons étudier deux types de monopoles. Soit le cas d'un monopole, on est en monopole, mais il produit un monopole qui produit dans une seule entreprise. Donc c'est un monopole à une seule entreprise. Il produit dans une seule. Il y a une entreprise, voilà, une seule entreprise, hop, et toute la production se fait dans cette entreprise. Et le deuxième modèle, c'est qu'une entreprise, elle est en monopole, mais elle produit dans deux entreprises. Elle produit une certaine quantité dans l'entreprise A, elle a dans deux entreprises ou plus. Hein, on donne deux entreprises ou plus. Parce que les coûts, ici, il va y avoir un coût total de l'entreprise A, et ici, on va avoir le coût total de l'entreprise B. Qu'une entreprise, même en monopole, produit dans plusieurs entreprises est plus proche de la réalité que ce que vous allez trouver dans les manuels, à savoir supposer que toute la production, pour dire il y a un seul coût total, et donc il y a un seul coût total, et donc vous allez me dire le profit est égal recette totale moins coût total. Ce modèle ne pose aucun problème. Le profit, c'est recette totale moins coût total, et vous avez les deux conditions d'un maximum de profit. Les deux conditions d'un maximum de profit. La première condition, c'est, on va la calculer par la dérivée du profit par rapport à la quantité. Et donc, automatiquement, comme tout à l'heure, vous allez trouver recette marginale. Il y a un seul coût total, donc un seul coût marginal. Et donc, recette marginale est égale coût marginal. On l'a dit, cette formule, elle est valable pour tous les marchés. Et après, on va changer la structure. Et deuxièmement, la dérivée seconde, c'est la dérivée seconde du profit par rapport à la quantité. Vous allez simplement dériver cette dérivée, puisqu'ici, c'est la dérivée du recette totale par rapport à la quantité, moins la dérivée du coût total par rapport à la quantité. Donc là, c'est la dérivée seconde du recette totale par rapport à la quantité, qui doit être inférieure à la dérivée du coût total second par rapport à la quantité. C'est la règle qu'on a trouvée tout à l'heure. Donc, lorsque le supplément de recette, chaque fois que je vends une unité supplémentaire, elle me donne une recette marginale. Cette recette marginale, elle est égale au coût marginal, au coût qui est occasionné par la production d'une unité supplémentaire. Chaque fois que je vends une unité supplémentaire, elle me donne une recette marginale, elle doit être égale au coût qui est occasionné. Il y a une seule entreprise et un seul endroit où on peut produire. Donc, j'ai ici un exercice, on le fait, ou peut-être on le fera la prochaine fois, oui, parce que j'ai mis ici oui, sinon. Le cas de deux monopoles, le cas de deux entreprises. Là, ça ne pose pas de problème. Une seule entreprise et on termine avec ça. Là, une seule entreprise, donc ça ne pose pas de problème. Recette marginale est égale coût marginal. Hop, ça, pas de problème. Profit, on l'a dit dans ce cas-là, c'est profit est égal recette totale. Et puis, il y a une seule entreprise où j'en produis. Donc, coût total, un seul. Donc, je maximise lorsque recette marginale égale coût marginal. Pas de problème. Là, on a deux entreprises, on a deux types de coûts. Donc, elles produisent dans deux établissements différents. Il y a le coût qui change. Les recettes, c'est-à-dire, je produis, par exemple, ici, je produis 10 tonnes. Et ici, je produis 20 tonnes. En fait, j'ai produit 30 tonnes. Je vais vendre ces 30 tonnes. C'est pas je vais dire, ah non, attendez, dans ces 30 tonnes, 10 ont été produits dans le A et 20 dans... Non, j'ai 30 tonnes, je les ramène mes 30 tonnes, ils sont là,
j'ai produit 30 tonnes, donc ils vont me donner une recette totale. La quantité produite, c'est une quantité Q. Par contre, ici, on a un coût total par rapport à une quantité Q1, Q1 égale à 10, et Q2 égale à 20, donc j'aurai une quantité Q2. Donc, j'aurai une recette totale globale, moins le coût total de Q1, moins le coût total de Q2. Et autant de coûts que d'entreprises où nous produisons. La recette ne change pas, puisque la recette, je vais vendre 30 tonnes, 10 produits ici, 20 ici, 30 tonnes, ils vont me donner une certaine recette. La recette, c'est le prix fois la quantité, ça ne change pas. Fois la quantité globale, je vais prendre 30, je multiplie par le prix de vente, et ça me donne la recette totale. Par contre, mes coûts ne sont pas les mêmes. Supposons ici, je vais produire 2 dirhams l'unité. Et ici, je produis 3 dirhams l'unité. Donc, 20 tonnes est produit à 30 dirhams et 10 tonnes sont produits à 20 dirhams. À 2 dirhams. Donc, ce n'est pas les mêmes coûts. Donc, je pose autant si vous avez une entreprise, ce sera toujours recette totale de la quantité globale, moins coût total produit dans l'usine 1, moins le coût total produit dans l'usine 2, moins le coût total produit dans l'usine 3. Et donc, la condition de premier ordre, comme vous l'avez, il y a toujours deux conditions, la condition nécessaire et la condition nécessaire et une condition suffisante. La condition nécessaire, on sait maintenant comment on fait, même le calcul, c'est la dérivée. Donc, je dérive le profit, puisqu'il n'y aura Q1, Q2, je dérive le profit par rapport à Q1, je dérive le profit, je dérive le profit par rapport à Q2. Et si vous avez une entreprise, vous dérivez chaque fois le profit par rapport à Q1, ça va de soi égal à 0. Le dérivé par rapport à Q2. Si vous avez une troisième entreprise, vous dérivez le profit par rapport à Q3, etc. Donc automatiquement, qu'est-ce que vous allez trouver ici? Donc ça, c'est le premier modèle, quand il y avait un seul. Qu'est-ce que vous allez trouver ici? La recette marginale est la même. Parce que là, c'est quoi? C'est comme si on a... Oui, on l'a effacé. Recette totale moins coût total 1 moins coût total Q2. Q1. Donc, on aura la dérivée du profit par rapport à Q1. Donc, ça ne nous intéresse pas. Donc, c'est comme si on va dériver ça. Donc, on aura recette marginale globale moins coût marginal 1 égale à 0. Et quand je dérive par rapport à Q2, je vais m'intéresser aux deux et je ne m'intéresse pas à celle-là. Donc, j'aurai recette marginale, elle concerne moins le coût marginal 2 égale à 0. Donc, finalement, j'aurai, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ici recette marginale est égale coût marginal 1. Ici, j'aurai recette marginale est égale coût marginal 2. De là, je déduis recette marginale. Donc, recette marginale est égale coût marginal 1 est égal coût marginal 2. Voilà, je suis en situation, la condition nécessaire est vérifiée. Donc, à l'équilibre, le producteur, le monopoleur, il doit répartir sa production entre des établissements 1 et 2. Chaque entreprise supporte un coût de telle sorte que la recette, ça c'est la recette marginale du monopole. Ça c'est la recette marginale du monopole. Et là, on a le coût marginal dans l'usine 1 et l'autre, le coût marginal dans l'établissement 2. Alors, oui, nous avons, bien sûr, on aura deux systèmes, deux équations. On a deux systèmes à deux équations. La résolution, elle est facile.
deux équations, deux inconnues. Vous savez les résoudre. On va faire un exercice et on va... la deuxième condition, on va dériver la dérivée seconde. Donc la dérivée seconde par rapport à Q1 carré, n'est-ce pas? On a dérivé la première par exactement ce qu'on a fait d'habitude. Et on a la dérivée doit être inférieure à 0. Et la dérivée seconde du profit par rapport à Q2 doit être inférieure à 0. Les deux doivent être inférieurs à 0. Ça suppose simplement que les dérivés, recette marginale dérivée doit être recette marginale dérivée moins coût marginal dérivé doit être inférieur à 0. Recette marginale dérivée moins coût marginal 1 inférieur à 0. Et recette marginale moins coût marginal 2 doit être inférieur à 0. Donc ça ne pose pas de problème. Et on fait la résolution. Est-ce que je peux ajouter quelque chose ou je m'arrête? Donc ça, je reviendrai la prochaine fois. Et puis, cela, on le fait quel que soit le nombre d'entreprises. C'est toujours le même principe. Gardez simplement ces conditions d'équilibre. Vous dérivez par rapport à Q1 dans les conditions nécessaires. Vous dérivez par rapport à Q2. Vous allez trouver recette marginale moins coût marginal 1 et recette marginale moins coût marginal 2. De là, vous déduisez à la fin que la recette marginale du monopole doit être égale au coût marginal de l'entreprise 1 qui est égal au coût marginal de l'entreprise 2. Et là, derrière la condition suffisante, vous dérivez chacune que vous avez trouvée, elle doit être inférieure à 0. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici le document? Lorsque le monopoleur a des raisons de craindre l'arrivée d'autres entreprises dans la branche, soit il va baisser le prix, là les stratégies du monopoleur, vous en avez dans le manuel, soit il va baisser les prix, hein. Ça c'est la logique, la première des choses qu'il fait, et il baisse les prix parce que s'il fixe un prix qui lui permet de maximiser du profit et donc dégager des profits relativement importants, il risque d'inciter d'autres entreprises à rentrer. Et on a dit même qu'il peut être sanctionné par l'État parce qu'il y a abus de monopole. Les monopoles, l'intérêt de Schumpeter, c'est Schumpeter qui a étudié et il défend cette idée des grandes entreprises, des grandes firmes par rapport à l'éclatement, par rapport à un grand nombre d'entreprises, parce qu'il pense qu'une grande entreprise peut engager des dépenses, des frais de recherche et développement. Donc, elle peut assurer, hein, je dis ça comme ça vaguement, première approximation. Vous allez trouver ça par la suite de vos études. Une grande entreprise, donc, elle est implantée dans le secteur et donc elle engage des coûts, elle supporte des coûts parce qu'elle engage des dépenses de recherche et développement, parce qu'elle veut améliorer la qualité, elle veut rester dans le secteur. Et donc, c'est intéressant en termes d'innovation et de recherche. En termes d'innovation et de recherche, Schumpeter nous dit qu'une petite entreprise n'a pas les moyens de supporter des investissements lourds en innovation et recherche, alors qu'une grande entreprise peut supporter ces coûts. La prochaine fois, on fera quelques exercices sur le monopole et on va entamer les autres types de marchés, notamment le monopole discriminant, la séance suivante. Merci de votre attention. Donc, à la séance prochaine. فرق ولا قصدي خلنا والله لا يا زلمه